Madame, Monsieur, bienvenue et merci de suivre l'actualité sur Business 24 Africa. Lomé, la capitale togolaise, a accueilli une conférence de haut niveau de l'Union africaine, une assise sur la gestion de la dette publique qui a réuni plusieurs pays africains. La 8e édition du FSE est lancée avec pour thème Finances vertes, opportunités stratégiques pour les PME. Elle s'intéresse aux enjeux et opportunités de la finance verte. Et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a rencontré le patronat marocain. Nous vous dévoilerons les points clés de leurs échanges dans ce journal. Nous entamons l'actualité en nous rendant à Lomé, la capitale togolaise qui a accueilli la conférence de haut niveau de l'Union africaine sur la dette. La rencontre a porté sur le thème « Agenda africain de la gestion de la dette publique, restaurer et préserver la viabilité de la dette ». Il s'agissait pour les pays participants de définir une approche commune et durable de l'endettement sur le continent. Suivez. Le Togo accueille une conférence inédite placée sous l'égide de l'Union africaine. Une rencontre de haut niveau centrée sur un enjeu majeur pour l'avenir du continent, la gestion de la dette publique. Le Togo, qui s'est toujours attaché à promouvoir la concorde et l'entente entre les nations, est honoré de pouvoir jouer le rôle de facilitateur sur ce vaste chantier de la dette publique africaine. Dans un contexte mondial marqué par la hausse des taux d'intérêt et le recul de l'aide extérieure, plus de 20 ministres africains de l'économie et des finances, des institutions régionales et des experts se sont réunis à Lomé. Objectif, définir une nouvelle approche africaine de la dette. No solution is complete without strengthening domestic resource mobilization. Aucune solution ne sera complète sans une mobilisation accrue des ressources intérieures. Cela signifie élargir et numériser notre assiette fiscale pour combler les lacunes, exploiter les nouvelles technologies de manière intensive et lutter activement contre les flux financiers minimaux qui coûtent à l'Afrique plus de 88 milliards de dollars chaque année. 8 billion US dollars every year. La dette n'est plus perçue comme un simple indicateur économique. Elle devient un choix stratégique. C'est le message fort porté par le président du Conseil de la République togolaise, Faure Eswazimna Gnassingbé. Nous nous réunissons ici dans un contexte où les règles du jeu international se transforment à grande vitesse, mais rarement au bénéfice de l'Afrique. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui poser des questions fondamentales sur ce qu'est véritablement une dette soutenable, sur ce que signifie la souveraineté financière et sur les responsabilités partagées en Afrique et au-delà. Tout au long des échanges, une conviction s'impose. L'Afrique doit parler d'une seule voix pour défendre une doctrine commune, pour construire une architecture financière à son image et pour transformer la dette en un véritable levier de souveraineté. Commendable progress in infrastructure development. Faire des progrès dans le développement des infrastructures, des investissements sociaux et la transformation numérique. Toutefois, la plupart des pays africains ont encore des difficultés à accéder à un financement abordable à long terme. Long-term finance continues to remain elusive for most African countries. De Lomé pourrait naître un tournant, celui d'un continent qui refuse les carcans et choisit une dette utile, maîtrisée et tournée vers le bien commun. Il s'est tenu la 8e édition de la Finance s'engage, un événement organisé par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. À travers sa commission développement des PME, cet événement vise l'amélioration du financement des PME. Des détails supplémentaires avec Walter Kofi. En matière de financement vert, seulement 11% des PME ont recours aux fonds et la majorité d'entre elles ne sont pas informées des mécanismes existants. Une réalité qui a été révélée lors de la 8e édition de la Finance Engage, un rendez-vous devenu incontournable dans le monde entrepreneurial ivoirien. Initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, l'événement a réuni l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial, les banques et les acteurs du monde climatique. On pense que les PME ont besoin du bon mix en fait entre le financement, mais aussi les services de création de valeur ou l'accompagnement. Et l'opportunité du financement vert, c'est justement que ces entreprises puissent avoir ce que je peux appeler un super carburant.
un carburant qui leur permet non seulement d'avoir du financement à des coûts réduits, parce qu'aujourd'hui, avec tous les bénéfices qui viennent avec le financement vert, très souvent on se rend compte que le coût du financement baisse. Deuxièmement, c'est l'accès au marché. Le ministre de l'Environnement et celui du Commerce ont salué cette rencontre qui tombe à point nommé et vient apporter une réponse au changement climatique et des crises environnementales qui impactent les résultats des entreprises. Des fonds verts, il y a des fonds climat, il y a des crédits carbone, il y a un ensemble d'opportunités qui peuvent être offertes. Donc il faut leur donner l'information sur ces différentes opportunités de financement vert. Il faut leur donner également l'information sur comment réaliser sa transition écologique et comment s'adapter pour éviter de tomber sous le coup des dispositions. Le représentant du ministre de l'Environnement a planté le cadre en disant que tout a été mis en place pour que les bénéficiaires que sont les entreprises puissent, bénéficier de tout ce qui est accompagnement de ce type aujourd'hui. Donc ça passera, à mon sens, par un accompagnement, une formation de manière régulière de ces acteurs-là. C'est qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui, mais qu'il faut structurer de l'information pour pouvoir accéder à ces financements. Donc aujourd'hui, il y a une information qui doit aller dans les deux sens, donc de ces organismes vers les acteurs, les start-up, les entrepreneurs, les entreprises. Et il y a aussi un autre sens qui est que tout cet écosystème doit aussi se mobiliser pour chercher de l'information. La Finance Engage est une initiative structurante et innovante visant à améliorer l'accès au financement des PME. Elle s'articule autour d'une plateforme de mobilisation des acteurs clés pour apporter des solutions concrètes au développement de l'accès au financement des PME. Une page d'opération économique à l'occasion des 80 ans de la victoire sur le nazisme et de la création de l'Organisation des Nations Unies, l'Université internationale privée d'Abidjan, en partenariat avec l'ambassade de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire, était en conférence. Une rencontre marquée par une forte portée historique, mais aussi par des perspectives d'avenir, avec notamment le projet d'enseignement de la langue russe à l'UPA. Konena Norgo était notre témoin. À l'initiative de l'ambassade de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire et de l'Université internationale privée d'Abidjan, une conférence publique s'est tenue ce jeudi 15 mai 2025 devant les étudiants. Thème de la conférence, 80 ans de la victoire sur le nazisme et de la création de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Le diplomate russe Alexei Saltykov, principal conférencier, a salué les avancées de l'ONU tout en pointant du doigt certaines dérives, selon lui, liées aux agissements de certaines nations membres. Ce n'est pas l'ONU elle-même, ce sont les conduites de certains États qui montrent les attitudes égoïstes et qui essaient de chambouler, n'est-ce pas, un tout petit peu bouleverser l'organisation. Quoique les bases de l'organisation sont solides, la Syrie a des temps, des tentatives multiples de la détruire. Ça n'a pas marché. L'organisation existe. Bien sûr que le monde change. Étant donné que le monde change, les organismes doivent aussi changer ou avoir une certaine modification. Mais ça, ce n'est pas une processus qui doit se passer en hâte. Ça doit être des décisions mûries et ça demande beaucoup d'interaction entre les États. L'Université internationale privée d'Abidjan, qui compte aujourd'hui plus de 4000 étudiants, veut renforcer son ouverture internationale grâce à l'apprentissage de nouvelles langues. Toutes les universités ont des projets portant diversification de leurs offres de formation. Et nous avons compris que l'enjeu du monde, l'enjeu de la formation aujourd'hui, c'est de donner à l'étudiant des outils capables de l'accompagner dans le cadre de la mobilité et dans le cadre d'accroître ses chances au niveau des sélections. Le premier exercice, c'est déjà de mettre en place l'environnement. Nous avons commencé par communiquer. Nous allons être accompagnés par la chancellerie. Et puis, in fine, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la mobilité
aussi bien au niveau des apprenants qu'au niveau des formateurs. C'est un immense honneur de recevoir une personne de haute qualité, aussi le représentant d'une très grande puissance qui est la Fédération de Russie. Bon, c'est de nous proposer des bourses d'études pour que nous puissions aller mieux améliorer notre formation en Russie et aussi apprendre la langue russe dans notre système éducatif parce que c'est une langue qui est couramment parlée de nos jours. Une ouverture sur le monde qui prend tout son sens dans un contexte universitaire de plus en plus connecté aux enjeux internationaux. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a rencontré le patronat marocain. Les deux fêtières représentées par des vice-présidents et certains de leurs collaborateurs ont échangé sur les opportunités d'affaires qu'offrent leurs pays respectifs d'une part et d'autre part chercher les voies et moyens de réveiller le groupement d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire créé en 2015. En marge de l'Africa CEO Forum, une délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc a rencontré le patronat ivoirien. Chaque chef de délégation a pris la parole pour présenter sa confédération, suivie par une brève présentation des membres de chacune d'elles. Les discussions se sont ensuite concentrées sur la réorganisation du groupe d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire, un groupement économique créé en 2015 dont le plein potentiel reste à être exploité, alors que de grandes opportunités pointent à l'horizon. Et cette rencontre est l'occasion de prouver que les relations sont existantes, elles sont durables et il y a un intérêt à la fois pour des entreprises marocaines pour le marché ivoirien mais aussi sous-régional et des entreprises ivoiriennes pour le marché marocain avec ce qu'ils présentent comme perspective d'évolution pour le futur et notamment on le citait tous les projets qui viennent en marge de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 et de la Cannes 2025 et qui sont autant d'opportunités pour les secteurs privés des deux pays. Donc c'est dans ce cadre-là que la redynamisation de ce groupe d'impulsion est importante parce que c'est le fil directeur pour les entreprises d'un pays comme pour l'autre. On a bien compris que le secteur privé africain sera le fer de lance du développement de l'Afrique. Et il était important que, dans le cadre de la coopération entre les États, que le secteur privé puisse aussi s'intégrer, travailler ensemble, regarder les chaînes de valeur, je dirais, régionales pour lesquelles on peut véritablement bénéficier un secteur privé de l'autre et l'autre secteur privé de l'autre sur la question de, je dirais, où on a de l'avance. Et à ce titre-là, il était important que le Maroc et la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les secteurs privés respectifs, remettent à jour les projets de coopération qu'ils avaient ensemble avec les chantiers qui avaient été définis, faire le bilan de ces chantiers et décider de relancer le groupe d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire. La CGM, c'est 75 ans d'activité et 90 000 membres. La CGC a souhaité faire du Maroc son invité d'honneur à l'occasion de la CGC Academy 2025. Le reportage était signé Philippe Zabo. La société immobilière sénégalaise Win-Win Partners a présenté des opportunités de logement dotées de systèmes innovants à l'occasion d'une journée porte ouverte sur l'investissement immobilier à Abidjan. Ce fut au cours d'un panel exclusif sur les thèmes l'acquisition d'un bien immobilier haut de gamme et investir dans l'immobilier de prestige de rêve à la rentabilité. Sandrine Kwame. Investir dans l'immobilier de prestige, du rêve à la rentabilité. Tel est le thème de ce panel qui réunit ces acteurs de référence dans le développement immobilier au Sénégal. En effet, ces acteurs viennent du Win-Win Partner. Ils présentent aux partenaires, clients et investisseurs des projets phares et leur vision d'un urbanisme durable, moderne et inclusif, doté d'innovations telles que l'intégration de la domotique, un système de gestion automatisé de l'habitation pour améliorer la sécurité et la maîtrise de l'énergie dans les logements. Alors aujourd'hui, Win-Win est venu à Abidjan justement pour créer en fait un dynamisme panafricain, pour créer aujourd'hui une synergie entre Abidjan et Dakar, mais surtout pour offrir des opportunités d'investissement sécurisées, rentables au peuple ivoirien. Au-delà des bâtiments, Win-Win Partners a pour objectif de construire une nouvelle manière d'habiter et vivre en ville
en tenant compte des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Cette initiative est très importante parce qu'il participe un peu à consolider les relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous avons en réalité 5 grands projets sur la promotion immobilière pour faire vraiment la vente des appartements de haut standing à une catégorie, à une clientèle déjà identifiée. Nous savons aujourd'hui qu'il y a une forte clientèle basée à l'extérieur, surtout à Abidjan. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé vraiment de faire le déplacement et de mettre en place une stratégie commerciale pour pouvoir pénétrer le marché ivoirien. Créée en 2014, Winning Partner est une entreprise spécialisée dans l'immobilier de prestige. Elle ambitionne de développer un partenariat stratégique avec la Côte d'Ivoire afin d'ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement pour les acquéreurs ivoiriens en leur garantissant sécurité, transparence dans toutes les transactions. Un mot de digitalisation. En marge de la 12e édition de l'Africa CEO Forum, le réseau de paiement digital et mobile Visa a par la voix de sa vice-présidente senior donné une conférence de presse. Il était question d'expliquer en long et en large les avantages et services qu'offre Visa en matière de transactions, mais également comment ces services jouent un rôle pour la croissance des PME et lutte contre l'exclusion financière. Le mercredi 13 mai 2025, dernier jour de l'Africa CEO Forum, Aïda Diarra, vice-présidente senior et directrice de Visa pour l'Afrique subsaharienne, a rencontré la presse ivoirienne à Cocody Ambassade. L'objectif de cette rencontre, mettre en lumière les services et les avantages des paiements numériques à l'heure de la digitalisation. L'acceptation de l'outil de paiement est fondamentale. Il y a toute une série de services associés à la carte, que ce soit l'accès par exemple au lounge en fonction du niveau de carte que vous avez et des bénéfices qui sont associés à la carte qui varient en fonction du type de carte qui sont à votre disposition. Et puis il y a également le côté sécurité du réseau dans lequel on investit de manière extraordinaire. Ce sont des millions de dollars qui sont investis chaque année pour s'assurer que le moment où vous utilisez le réseau Visa, il y ait une série de checks et de validations et de vérifications qui soient faits. Au-delà des avantages généraux, elle a insisté sur la flexibilité des transactions dans le e-commerce, un atout majeur pour les entreprises opérant en ligne. De faire des paiements non seulement au niveau d'un point de vente, donc vous utilisez un TPE pour faire votre transaction, mais vous pouvez utiliser votre téléphone comme moi je fais aujourd'hui en Afrique du Sud. Donc l'idée c'est d'offrir un outil digital pour pouvoir effectuer non seulement des paiements, des transactions avec un marchand, mais également, éventuellement, de faire un paiement avec une personne, envoyé de personne à personne. Lors des échanges avec les journalistes, elle a révélé que 83% des PME locales ont adopté les paiements numériques au cours des 2 dernières années. Par ailleurs, près de 40% des commerçants interrogés affirment que l'acceptation des paiements digitaux a contribué à l'augmentation de leurs revenus. Visa entend poursuivre ses efforts en Afrique, notamment à travers des partenariats stratégiques avec les gouvernements. Un modèle déjà mis en œuvre avec succès au Gabon que l'entreprise souhaite étendre à l'ensemble du continent. Et toujours dans le même registre du numérique, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation a rencontré le patronat ivoirien ce mercredi. Cette rencontre a eu pour cadre la maison de l'entreprise et pour but la présentation des stratégies nationales IA et gouvernance des données au secteur privé ivoirien. Philippe Zabo, notre reporter, a suivi pour vous cette rencontre. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle car plusieurs personnes l'utilisent sans le savoir. C'est ce que le ministère de la Transition numérique est venu dire aux entrepreneurs. En plus, l'IA offre des opportunités et des bénéfices que les entreprises doivent saisir. Ce sont ces grands axes que la représentante du ministre
à présenter et commenter au moyen d'une vidéo. Il était question aujourd'hui pour le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation de venir présenter au secteur privé les deux stratégies qui ont été élaborées. Il s'agit donc de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la stratégie nationale de la gouvernance des données. Et surtout de montrer au secteur privé les opportunités que l'intelligence artificielle apporte et aussi de les prévenir par rapport aux dangers qui peuvent découler d'une mauvaise utilisation de ces technologies innovantes. Nous espérons que le secteur privé puisse se joindre donc au gouvernement afin que dans le cadre de partenariats public-privé gagnant-gagnant, nous puissions travailler de la main dans la main pour la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la stratégie nationale de la gouvernance des données. La bonne utilisation dans des bonnes conditions de l'intelligence artificielle et des outils que cette technologie apporte, c'est un gain de productivité et une amélioration donc de la profitabilité des entreprises. Quant à la CGC, elle a accueilli favorablement ces perspectives. Cependant, elles doivent s'inscrire dans un cadre légal. L'utilisation de l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle en soi pour les entreprises du secteur privé, mais à partir d'un certain moment, il faut qu'il y ait un cadre qui soit mis en place qui permette de développer les stratégies individuelles des entreprises en harmonie, donc en synergie avec le cadre qui a été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Là, il s'agit de parler d'utilisation responsable, d'utilisation éthique, il s'agit de parler d'inclusivité, d'inclusion, et puis il s'agit aussi de parler de participation, donc s'intégrer dans un élan collectif pour pouvoir retirer le meilleur de ces deux stratégies qui ont été élaborées. La rencontre s'est achevée par un panel qui a permis de mieux cerner les enjeux de l'intelligence artificielle et la gouvernance des données. Dans le souci d'avoir une Afrique indépendante dans le domaine de l'enseignement, une école africaine de gouvernance pose ses valises en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Fondée entre 2020 et 2024 par le Premier ministre de l'Éthiopie et le président rwandais, African School of Governance a pour mission de créer des leaders africains, développer et ramener l'innovation dans le secteur de l'enseignement. C'est ce que nous rapporte Alani Toua. Avec pour vision bâtir une Afrique prospère et pacifique et promouvoir le développement durable pour tous, African School of Governance, créée en 2024 dernier, pose sa valise en Côte d'Ivoire. The objective of the school is to train competent leaders. L'objectif principal visé par l'école, c'est de former de nouveaux leaders avec un nouvel état d'esprit qui se base sur le contexte réel propre à l'Afrique pour pouvoir relancer la bonne gouvernance au sein de notre continent. Donc nous sommes une école qui vise toute l'Afrique. Du Nigeria, nous sommes partis en Égypte. Aujourd'hui, nous sommes venus en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, nous allons au Mozambique. Nous allons au Kenya. Et puis du Kenya, nous partons en Afrique centrale. 2024. Et elle ouvre ses portes pour la fréquentation à partir de septembre 2025. We are going to the 5 different regions of Africa. Créée par le Premier ministre de l'Éthiopie et le président rwandais Paul Kagame, à la question de savoir si parmi les pays d'Afrique centrale ciblés, cette école compte aussi la République démocratique du Congo, le président de ASG répond: African School of Governance est une école indépendante et n'a rien à voir avec la politique. Les professionnels des médias avec à sa tête leur président étaient réunis autour d'une table ronde à Abidjan le mercredi dernier avec le réseau MTN, représenté par sa directrice générale actuelle et sa secrétaire générale. Cette table ronde avait pour objectif de rappeler l'importance des journalistes au sein des actions menées par MTN afin de les aider à rendre accessibles les informations sur l'étendue du territoire national. Alani Toua. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et l'entreprise de télécommunications MTN Côte d'Ivoire ont scellé un nouveau partenariat avec pour objectif consolider les acquis d'une collaboration entamée en 2021 et à ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement de la presse ivoirienne. Ces actions concrètes ont eu un impact réel sur le terrain. Elles ont contribué
à améliorer les conditions de travail des journalistes, à rehausser la qualité de l'information et à promouvoir une presse plus responsable, mieux outillée pour répondre aux exigences du numérique. Cette table ronde est le point de départ d'un dialogue régulier et constructif entre nous. Ensemble, nous pouvons bâtir des points solides au service de l'intérêt public, des progrès technologiques et de la liberté d'informer. Ce matin, je vous remercie sincèrement pour votre présence. Pour rappel, plus de 25 millions de francs CFA a été déboursé pour la formation des journalistes et plus de 3000 personnes ont été formées, étudiants, journalistes et la société civile. Direction Yamoussoukro, dans le cadre de la recherche de solutions durables pour améliorer la productivité de la cacaoculture en Côte d'Ivoire, 2 doctorants ont bénéficié d'une bourse de recherche de 10 millions de francs CFA chacun le vendredi dernier, et ce en présence des représentants du PIDAC-BN. La déforestation dont les effets sont de plus en plus visibles sur le climat impacte également de manière significative l'économie ivoirienne, notamment à travers la filière cacao, pilier majeur du développement national. Face à cette problématique, le ministère des Eaux et Forêts, à travers la composante nationale du Programme intégré de développement et d'adaptation du changement climatique dans le bassin du Niger, a octroyé des bourses doctorales pour soutenir des recherches sur les pratiques de la cacaoculture sous ombrage. Parmi les 5 candidatures, 2 doctorants ont officiellement reçu leur financement pour mener une thèse portant sur cette méthode innovante de culture. Je tiens sincèrement à féliciter FIDAC à travers le ministère des Eaux et Forêts, parce que la confiance placée en nous, bien sûr, ça démontre combien de fois il y a une considération pour le Sénat qui permet au moins de faire avancer l'agriculture. Ces recherches auront pour objectif de produire des données scientifiques pertinentes sur la pratique de la cacaoculture sous ombrage dans les régions communément appelées anciennes boucles du cacao, afin d'éclairer les décideurs et les parties prenantes de la filière. Depuis le début des travaux, avec l'engagement qu'on a eu avec le CNRA, je sais qu'on va arriver à de bons résultats. Et je souhaite que cette collaboration qu'on commence puisse être vraiment un succès. Cette bourse nous va vraiment droit au cœur. Ça nous permet de réaliser l'un de nos plus grands rêves d'être docteur. Donc, cette étude-là va nous emmener à aider le pays et aussi à aider nos parents agriculteurs pour pouvoir faire de bonnes productions de cacao. Pour rappel, cette bourse doctorale d'une durée de 3 ans s'inscrit dans les actions du PIDAC-BN visant à promouvoir des modèles agricoles durables. Elle revêt d'une importance stratégique pour la Côte d'Ivoire qui entend concilier développement agricole et protection de ses ressources forestières. La direction de zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire a initié un atelier de suivi de la mise en œuvre du plan d'opération 2025 pour le premier trimestre dans les locaux de la coordination régionale de la GIZ à San Pedro. L'objectif de cette rencontre est d'améliorer le niveau d'exécution du plan d'opération 2025 à travers la revue des activités réalisées au cours du premier trimestre. Le reportage est signé Abel Kouao et il est commenté par Michel Brou. Conduit en plénière, l'atelier de suivi de la mise en œuvre du plan d'opération 2025 du Parc national de Taï pour le premier trimestre a mobilisé l'ensemble des acteurs concernés. Le cadre d'échange constructif a permis de passer en revue les réalisations du premier trimestre 2025 pour chacun des 6 programmes de gestion du Parc national de Taï. L'accent a été mis sur l'identification des causes d'écart, les mesures correctives, les responsables et les délais de mise en œuvre de ces mesures. Avec un taux de réalisation des activités exécutées au terme du premier trimestre à 81%, c'est un bilan globalement satisfaisant. Sur 29% d'attente, il y a eu 23% de réalisés, ce qui a constitué un taux global d'exécution de 81% de performance. Et cette performance a été jugée vraiment satisfaisante par l'ensemble des membres du CGL qui sont là, ce qui a donc permis de valider
les résultats de ce premier trimestre 2025. On peut se réjouir de ce que les activités qui ont été programmées au premier trimestre ont été exécutées conformément à la planification. Cependant, il y a quelques activités qui ont fait l'objet de difficultés dans leur réalisation, ont fait l'objet aussi de recommandations pour que cela puisse être rattrapé au trimestre qui suit, afin qu'au terme de l'année, l'Office ivoirien des parcs et réserves puisse donc réaliser ses objectifs en matière de gestion du parc national de Taï. Pour rappel, le parc national de Taï est géré par la direction des zones sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire et appuyé dans sa mission par des partenaires techniques et financiers. Les populations riveraines, les ONG locales, les autorités judiciaires, administratives et politiques constituent entre autres les acteurs privilégiés intervenant dans la gestion du parc national de Taï. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. Portez-vous bien.